Oui, bonsoir. Bonjour, chers compatriotes. Bertin Badiambile de progresrdc.net. Je suis encore devant vous pour analyser la situation socio-politique de notre pays, de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Je vais parler de la situation des conseillers. C'est ceux qui se parlent beaucoup chez nous en ce moment. Et de la phrase du président de la République, Mboka Ekufa Kala. Donc il n'y a plus rien à voler là. Évidemment, comment ne pas parler du DJ, celui-là qui est c'est pas haut représentant du président au niveau de la francophonie. Et pourquoi ne pas aussi parler de Bilomba et de la situation des conseillers en général. Le DJ, apparemment, il aurait détourné des fonds. Moi, je pense qu'il faut condamner la personne. Mais ce que j'entends, que je trouve pas approprié, c'est de le condamner du fait qu'il est DJ et que le président a nommé un DJ. Alors que dans la même semaine-là, vous condamnez aussi, même si on sait aujourd'hui que ce n'est pas évident que Bilomba ait détourné quelque chose, parce que on a entendu le directeur général du FPI. Mais la même semaine-là, vous condamnez celui qui est un DJ parce qu'on a nommé quelqu'un qui est DJ. Voilà, il a détourné. En même temps, vous condamnez Bilomba qui a beaucoup étudié. Donc, vous comprenez que le fait de détourner le fonds, ce n'est pas relié au fait que quelqu'un est DJ ou est artiste ou il a étudié beaucoup, il n'a pas étudié beaucoup. Il faut condamner la personne parce que si la personne est malhonnête, qu'elle ait étudié beaucoup ou non, cette personne-là va avoir tendance à voler. Et d'ailleurs, même étudier beaucoup peut permettre à un malhonnête à voler sans laisser des traces. J'ai déjà fait une émission en parlant de toute façon du président Tshisekedi. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas 50 doctorats qui fait que tous ceux qui ont plus de doctorats que lui sont capables de gérer ce pays-là mieux que lui. Ça n'a rien à voir. Donc, je voulais tout de suite éclaircir cela. Quant à Bilomba, évidemment, apparemment, il n'y a pas eu encore une vraie enquête, donc on ne peut pas dire si les allégations de l'ex-gouverneur de Mbujima et du Kasaï oriental sont vraies ou faux, Goïka Sanji. Mais apparemment, il n'a rien fait. Mais ce que moi je retiens dans toute cette situation-là, de positif, c'est que quand il a été accusé d'avoir détourné tous ces millions-là, c'est-à-dire de ne pas avoir fait le travail, d'avoir mis éventuellement beaucoup d'argent de côté pour ses propres poches, je n'ai pas entendu son parti politique sortir, n'est-ce pas, tout l'arsenal de défense pour défendre quelqu'un de bien connu de l'UDPS. Non, je n'ai pas entendu cela. J'ai au contraire entendu beaucoup de combattants, même certains cadres du parti politique, condamner le monsieur. Même démis de ses fonctions en attendant, pas fonction comme conseiller du président, mais au niveau du parti politique. Ça, moi, je salue cela. Parce que c'est le contraire de ce que nous avons toujours vu dans ce pays, République démocratique du Congo, que quelqu'un de ton parti politique, il est soupçonné, peut-être avec même des raisons assez sérieuses d'avoir détourné de l'argent. On a toujours entendu les gens soutenir tout de suite la personne, parler de l'acharnement. On a même vu les gens de sa province, nous les ressortissants de nous les... Mais le fait là que moi j'ai vu les combattants condamner Bilomba, qui est quelqu'un de l'UDPS, qui est quelqu'un qui a même fait la fierté dans le temps, tous nous nous souvenons, c'était comme hier, n'est-ce pas, quand il est sorti pour témoigner contre Kamere en parlant de ses diplômes, il a reçu ses diplômes, obtenu ses diplômes, là où les diplômes ne s'achètent pas. Et quand on a entendu ce qui a été dit récemment, il a été condamné, mais je n'ai pas vu beaucoup de membres de l'UDPS le soutenir. C'est comme ça qu'un pays va se développer. J'ai déjà parlé de ce sujet-là dans le passé en parlant des pays qui sont déjà développés. Quelqu'un de votre parti politique, il est soupçonné d'avoir volé de l'argent. Vous ne vous mettez pas à le défendre parce que ça, c'est quand vous vous faites complice.
S'il a volé de l'argent, il ne va pas donner à tous les membres de son parti, ni à tous les compatriotes. C'est pour lui et pour ses raisons personnelles et égocentriques. Donc, voilà qu'est-ce que moi je retiens de positif dans cela. Cela dit, maintenant, rentrons dans la situation générale des conseillers, parce que ça ne date pas d'hier, ça date de très longtemps, où beaucoup de gens, que ce soit de l'opposition, même des gens du pouvoir, du parti politique qui est au pouvoir, l'UDPS, en train de condamner ceux qui sont autour du président, les conseillers du président. On parle de ceux qui viennent de la diaspora, qui n'ont jamais travaillé. On parle de ceux qui sont là pour s'enrichir. La chose que je peux dire tout de suite, et puis on condamne évidemment le président. Il faut comprendre que le président, on ne vient pas à la présidence avec de l'expérience comme président. On arrive à la présidence sans aucune expérience comme président, à moins qu'on soit en train de faire un deuxième mandat. Dans ce pays-là, il n'y a eu jusqu'à présent que 4 présidents. Kasavubu qui est déjà parti, Mobutu qui est déjà parti, Mouzé qui est déjà parti, et Kabila qui est là, qui a encore de l'ambition de redevenir président. Donc, quand Tshisekedi arrive à ce type de poste, il n'a pas de l'expérience de président. Et il ne peut pas commencer à faire un choix des gens qui ont de l'expérience. Parce que autour de lui, ce monde-là n'avait pas de l'expérience. Ses conseillers proches, il ne va pas prendre les conseils. Déjà, on a beaucoup de gens qui viennent de Kabila. Vous condamnez Tshisekedi parce qu'il est entouré par les gens qui ont pillé hier. Ça, c'est au niveau du gouvernement et au niveau de certains postes. Vous le condamnez déjà. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi au niveau de ses propres conseillers? C'est sûr et certain que dans ton premier mandat, tu vas t'entourer des gens en qui tu as une certaine confiance. Et puis, tu n'as même pas le temps de commencer à travailler fort là-dessus parce que tu as 10 000 choses à faire en même temps. La preuve, on sait comment étaient les débuts. Combien de gens il n'a pas perdu autour de lui. Et imaginez, si il avait décidé, parce que ce que Tshisekedi aurait pu faire, c'est ce que Lorenzo a fait. Mais ce monsieur a eu une tâche très difficile. C'est quoi la tâche très difficile de Tshisekedi? C'est de faire un effort sincère que je considère, d'être démocrate, de suivre des règles de la démocratie, en même temps de relever un pays dont la population a été habituée pendant des décennies et des décennies à vivre dans la corruption, dans l'indiscipline, parce que c'est le terme que je vois pour décrire la situation qui se passe chez nous. Donc, ça veut dire qu'il a composé avec ce qu'il avait. N'oublions même pas qu'il a trouvé les gens même autour de lui qui faisaient sa sécurité, les premiers, je ne sais pas combien de mois, si pas des années, c'était des gens de Kabila qui faisaient la sécurité autour de lui. Ça lui a pris du temps avant de former sa propre sécurité, ce que vous appelez, c'est quoi encore le terme, Shikata. Ça a pris du temps. Donc, on ne peut pas attendre de quelqu'un dans cette situation-là d'arriver d'avoir les meilleurs conseillers et dans des domaines en particulier. C'est tout à fait normal. Mais attendez voir qu'est-ce qui va arriver au deuxième mandat, parce que ça ne va plus être un néophyte qui arrive. Ça ne va plus être quelqu'un qui arrive, qui marche sur les œufs, parce que la situation de Tshisekedi, c'était une situation extrêmement compliquée et complexe. Car le président qui est sorti avait tout préparé pendant des mois et des mois et des mois pour s'arranger que Tshisekedi n'allait pas réussir. Tous nous connaissons cette situation-là. Et ça serait malhonnête de ne pas lever un coup de chapeau à Tshisekedi, d'être rendu où il est rendu aujourd'hui sans avoir tiré une seule balle. Montrez-moi où ça se fait en Afrique. Un président qui arrive, celui qui lui a précédé est encore là et il veut retourner. Tous les pions lui appartenaient et Tshisekedi est arrivé quand même à le tasser de côté sans avoir tiré une balle, tout en faisant un effort pour jouer selon les règles de la démocratie. Ne pas lui lever un coup de chapeau, c'est malhonnête
de notre part. Cela dit, où est-ce que nous nous en allons? Parce que 2022, nous sommes déjà en 2022, 2023 c'est l'année prochaine. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter que des conseillers, mais on ne doit pas se limiter aux conseillers parce que je ne pense pas que si ce pays-là a des problèmes, c'est à cause des conseillers. Si les grosses sommes qui ont été détournées, ce sont des conseillers, je ne pense pas. Mais pour que les hommes politiques en général ne soient plus capables de pouvoir détourner, de pouvoir voler, c'est ça la question que l'on doit se poser. Parce que changer l'homme congolais du jour au lendemain, je ne pense pas que c'est irréaliste. Ça va prendre des années et des années. Mais il y a toute une mentalité qui doit changer. Je pense que la façon, l'argent qui tourne, l'argent qui est investi pour le train de vie des politiciens, c'est une somme tellement grosse que ça parle déjà à tous les Congolais que pour être riche, il faut devenir politicien. Ou devenir politicien et vous allez faire beaucoup d'argent. Parce que c'est ce que nous avons vu avec le régime passé où les députés touchaient 13 000 $ et plus. Ils avaient des jeeps. Alors, dans un environnement, dans un pays où l'emploi n'existe pas, sinon pour une petite minorité, quand c'était les élections de 2016, mais reportées à 2018, il y avait combien de candidats députés au niveau provincial, au niveau national? Combien est-ce qu'il y avait de candidats? Pourquoi? Parce que c'est comme un endroit où réussir sa vie. Alors, si on veut changer, et quand quelqu'un est déjà arrivé là, c'est sûr qu'il est venu avec cette mentalité-là parce que c'est la mentalité qui tourne dans la tête de tous les Congolais. Et si on veut que petit à petit, le Congolais commence à penser moins, à voler, à détourner, il faut que la politique en République démocratique du Congo cesse ou arrête de représenter l'opportunité pour gagner plus d'argent. Ça, c'est ce qui doit être fait. Tant que dans l'imaginaire du Congolais, il faut absolument être député ou ministre ou conseiller du président ou quelque part, n'est-ce pas, directeur général d'une grande société de l'État. Tant que cela existe dans l'imaginaire du Congolais, tout Congolais qui va y arriver, il va toujours être tenté. Peut-être on peut serrer les mesures de contrôle, mais la tentation va toujours être là. Pourquoi? Parce que c'est comme dire à un alcoolique, on va y arriver. Donc ça c'est la première chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut toujours poser la question au président? Ce n'est pas le rôle du président. Il faut que le peuple pousse ses propres représentants parce que c'est le peuple qui va élire les députés. Quand le peuple commence à ne plus être d'accord que la politique soit le lieu où on s'enrichit, les choses vont changer. Parce que ce n'est pas le rôle du président d'aller imposer aux députés quel salaire ils doivent gagner. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas lui qui a élu les députés. Alors comment est-ce qu'il peut aller leur imposer? Mais c'est le peuple qui a élu les députés qui peut commencer à faire des manifestations, à se fâcher, à refuser, de façon que les députés aient un salaire respectueux. Mais pour qu'un salaire soit respectueux, ils n'ont pas besoin de gagner, je ne sais pas là, 100 fois plus, 200 fois plus qu'un enseignant ou plus qu'un fonctionnaire. C'est ridicule. Donc le tout doit commencer par là. Quand un député va avoir un bon salaire, un ministre un bon salaire, mais quand on regarde dans le budget annuel de l'État, quand les salaires de toute cette classe, de toutes ces institutions-là qui gouvernent le pays, quand leur salaire va représenter un pourcentage
acceptable, qui fait du sens par rapport au pourcentage de tout ce qui représente le social du pays, je pense que les choses vont aller bien. Parce que je ne connais pas un pays qui est riche, développé, où la classe la plus riche, c'est la classe politique. Ça n'existe pas. Montrez-moi un pays où les politiciens gagnent plus que les médecins. Un pays développé. Ça n'existe pas. Un médecin a étudié pendant des années et des années et des années avant d'arriver où il est. Pendant qu'un député, ça peut être n'importe qui ramassé quelque part et puis qui va poser sa candidature et puis il est élu. D'un coup, il gagne plus que l'autre. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait de façon que un politicien vive bien, de façon digne, parce que c'est une mission, ce n'est pas une opportunité. Et alors, vous allez voir que les gens, au plus le temps avance, plus ils vont mettre des efforts pour aller vers les autres opportunités, devenir des entrepreneurs, devenir des avocats, devenir ce qu'on appelle chez nous là des libéraux, ce qui va encore enrichir plus le pays, au lieu que tout le monde fasse un effort. Je me souviens, là je ne vais pas citer le nom parce que vous le connaissez tous, un monsieur à qui on a annoncé que non, tu n'es pas finalement député, ce n'est pas toi qui as gagné. On a vu, il a passé des nuits, n'est-ce pas, devant, je pense que c'était devant la CENI, plusieurs nuits. Ça montre comment c'est comme, waouh, ça, ma famille est sauvée avec la politique. Donc, tant que cela existe, on va toujours avoir des gens qui vont avoir à l'esprit le détournement. Il faut détourner. Ça, c'est une des premières solutions. L'autre solution, qu'est-ce que ça va être? Comment est-ce que l'argent doit passer à travers les mains des politiciens? Comment ça un ministre est capable de voler de l'argent? Ça ne devrait jamais exister. Pourquoi est-ce que ça existe? C'est parce que notre système est encore trop faible. Je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Je sais qu'on est en train de donner beaucoup d'importance à la banque, que l'argent passe géré par des fonctionnaires. Ce n'est pas un homme politique qui doit gérer l'argent. Un homme politique doit donner les indications principales. Voilà là où l'argent doit aller. Voilà là où l'argent doit aller. Et il doit signer. Et après, il doit vérifier. Il doit avoir des gens qui, dans son cabinet, vont faire des vérifications. Mais l'homme politique, c'est tout ce qu'il doit faire. Il ne doit pas toucher de l'argent. Il reçoit sa propre paie aussi à travers son compte de banque. C'est tout. Quand notre système va arriver à cela, l'homme politique ne doit jamais savoir pourquoi est-ce qu'il doit toucher l'argent. En avoir même parfois dans leur sac, dans leur valise, c'est tout à fait ridicule. Le problème se trouve là. Et pour aller un peu plus loin, tous nous étions contents quand le président a pris le pouvoir à cause de, je peux dire, cohabitation ou coalition. Et on a vu les crocs en jambes qui le recevaient des gens de Kabila. On était tous d'accord qu'il y ait comme un gouvernement parallèle qu'il gère. Là, c'était normal qu'on voit les conseillers en train de gérer l'argent mais qu'aujourd'hui, on est déjà un gouvernement qui a, je pense, la confiance du président. C'est son premier ministre. Qu'on voit encore des conseillers qui gèrent l'argent. Ils ne font pas partie de l'exécutif, c'est juste des conseillers. Donc, je pense que cela aussi, c'est quelque chose qui devrait changer. Et quant à la phrase du président de la République, Mboka Ekufa Kala, il n'y a plus rien à voler. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça fait polémique, sincèrement. S'il avait dit le contraire, vous allez encore vous lever là contre le président. S'il avait dit que non, le pays va très bien. Oh mon Dieu. Je ne vois absolument rien qu'il a dit qui ne fait pas de sens. Il a toujours dit ça. Il a toujours parlé de combien le pays est corrompu. Il était même étonné. Vous n'avez aucune idée jusqu'où, n'est-ce pas, la corruption va dans ce pays-là. Il a toujours dit. Et non seulement il a dit, tous nous l'avons toujours dit. Nous avons toujours été d'accord que les 18 ans passés, le pays a été détruit totalement. Nous sommes dans un trou profond.
Donc, s'il les répète, c'est que nous avons toujours dit, c'est que vous avez toujours dit, parce que hier, ceux qui sont opposants au président Tshisekedi, à part la Kabylie, tous ont combattu Kabila parce qu'il avait détruit le pays et que le pays était littéralement mort. C'est que le président a dit, c'est juste une expression que nous tous nous utilisons quand on dit, ben, si on est déjà mort, est-ce qu'on a peur de pourrir? Est-ce que réellement on est mort physiquement? On est mort symboliquement. C'est une façon de parler. Donc, je ne vois même pas pourquoi est-ce que ça fait polémique qu'il ait dit cela. Donc, je ne vais pas vraiment trop entrer là-dedans. Tout ce que moi, je retiens, c'est que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, s'il y a quelqu'un qui aime ce pays-là et qui fait tous ses efforts pour que ce pays-là puisse se redresser et qui a intérêt à le faire, c'est le président de ce pays-là. Parce qu'on voit comment est-ce qu'il est en train de faire des efforts. La situation là de conseiller, je reviens à cette situation-là. On doit être content que quand quelque chose arrive, on soupçonne, tout le monde en parle. Parce que hier, on n'en parlait pas. Est-ce qu'hier, il y avait quelqu'un même qui savait c'était qui les conseillers de Kabila? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui levait la main pour dire « Ah, pourquoi ce type de travail n'a pas été fait ?» Nous savons qu'il y avait beaucoup de chantiers qui n'ont pas été faits. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui allait faire un suivi quelque part? Le fait qu'aujourd'hui on fait un suivi, le fait aujourd'hui que les médias en parlent, le fait aujourd'hui que c'est déjà... On est déjà littéralement là, on n'est plus dans l'Antiquité là, on est déjà rendu au Moyen-Âge pour ce pays-là. Le temps moderne et le temps contemporain là, c'est encore dans le futur, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas faire des émissions trop longues. En résumé, si tu étais à la place du président de la République, tu n'aurais pas fait mieux. Tu n'aurais pas eu des meilleurs conseillers, tu allais les trouver où? Parce que tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont venus faire le stage en même temps qu'ils sont en train de travailler à temps plein. Et puis, il avait les mains liées, il ne pouvait pas décider comme il voulait. Attendons voir parce que tout le monde croit et je crois qu'il va gagner le deuxième mandat. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que on ne voit pas vraiment un compétiteur là qui fait consensus, dire que voilà, nous avons un opposant, nous avons un Katumbi ou nous avons un Fayolo. On ne voit pas. Donc pour l'instant, on croit bien que Tshisekedi va gagner ces élections-là. Mais c'est à Tshisekedi de ne pas dormir sur le laurier, penser qu'il a déjà tout dans ses mains. Et je crois définitivement que le deuxième mandat ne sera pas comme le premier mandat. Numéro 1, parce que il y a beaucoup de chances qu'il va voir la chambre basse, n'est-ce pas, représentée par son propre monde, ce qui va faire une grande différence. Numéro 2, il n'est plus stagiaire, il a beaucoup d'expérience. Numéro 3, je pense qu'il est capable, comme il a déjà commencé, de renforcer encore l'IGF, de renforcer encore la justice, de façon que ce pays-là puisse aussi avoir la chance d'émerger. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous demande d'aimer la vidéo, de le partager et dès que le temps nous le permet, nous allons revenir pour réfléchir ensemble sur l'avancement de notre pays. Merci beaucoup.